Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je pense que vous êtes en train, normalement, si tout se passe bien, d'entrer dans le webinar. Donc, vous êtes déjà presque une cinquantaine d'emblée, ce qui est plus que d'habitude. Je vais en reparler un peu. On voit de l'intérêt sur ce sujet. Si certaines m'entendent bien, si vous pouvez mettre un petit mot dans le chat, voilà, ça voudra dire que on n'est pas trop mal sur votre présence et sur le côté technique pour que ça fonctionne correctement. Bonjour à toutes et tous. Donc, comme je vous disais, pas mal d'intérêt pour ce sujet puisque j'ai dû rajouter des inscrits, enfin des possibilités d'inscription. D'habitude, j'ai une limite à 200 et là, ça bloquait un petit peu en milieu de semaine. Donc, j'ai rajouté, ce qui est la deuxième fois que je le fais. Et la dernière fois, c'était déjà sur un sujet sur ChatGPT. Donc, on voit que, et les IA génératives. Et donc, on voit que voilà, ça vous intéresse. Je précise d'emblée, en laissant tout le monde arriver tranquillement, que je ne me considère pas du tout comme un expert de ce sujet. Euh, je considère que je suis un utilisateur, explorateur, voilà. Et quand je discute avec des collègues Veto, ASV, je m'aperçois qu'il y a de l'intérêt sur ça. Donc le but de ces webinars, c'est vraiment plus de la diffusion d'informations et de l'acculturation à ces outils et pas du tout d'aller dans des modes experts. Je pense que d'ailleurs, j'ai vu la liste des inscrits et dans les inscrits, je sais qu'il y a des gens qui sont probablement plus au fait. Donc, n'hésitez pas d'ailleurs en commentaire. Donc, comme d'habitude, pour les petites choses et fonctionnements pour ceux qui sont nouveaux ou nouvelles, vous avez un chat si vous voulez mettre des petits mots ou des questions qu'on reprendra à la fin. L'objectif, c'est de se quitter vers 13h30 pour être raisonnable et vous laisser retourner vaquer à vos occupations. Donc, en général, une 40-45 minutes de présentation et puis derrière quelques échanges et questions si nécessaire. Petite nouveauté, j'ai des accès à LinkedIn Premium à offrir, donc j'en offrirai un là au milieu de la présentation. Je ferai un petit appel, une petite question pour faire un tirage au sort pour ceux qui veulent tester cet accès un peu premium à ce réseau social-là qui est assez intéressant vu les informations qu'on peut y trouver. Euh, donc aujourd'hui, pour nous revenir à nos sujets, si un dernier point, le replay de cette intervention-là sera présente sur la chaîne YouTube d'ici la semaine prochaine, je pense. Donc je vous remets en lien, je mettrai des liens de temps en temps dans le chat, l'accès au replay des précédents webinars pour ceux qui découvrent. Et puis, si vous vous abonnez à la chaîne YouTube, vous aurez une petite notif d'ici la semaine prochaine qui vous préviendra de l'accès au replay si vous devez partir en avance ou si vous voulez partager ce que vous allez voir avec vos collègues. C'est aussi ça, un des intérêts. Là, vous étiez plus de 220 inscrits. Je pense que voilà, vous allez vous retrouver à 80. C'est à peu près ça en général qu'on a. Mais surtout, si vous trouvez des choses intéressantes, n'hésitez pas à les partager. Vous pouvez d'ailleurs, je vous parlais de vous abonner à la chaîne YouTube. Je vous mets un petit lien à nouveau dans le webinar qui vous permet de faire ça facilement. Aujourd'hui, le programme, donc un petit point sur les IA génératives, en particulier les usages. Je vais vous montrer aujourd'hui une version payante de ChatGPT, qui est la version de base payante, qui n'est pas très chère. On est à 20 dollars par mois. Euh, Pourquoi je vous montre cette version payante? Parce que quand je discute avec les uns les autres, il y a parfois un peu de déception. Et moi, je dis, mais non, c'est super, j'arrive à faire des trucs vachement bien. Et je pense qu'il y a une partie du delta qui vient du côté payant. Et donc, je voudrais vous montrer un peu, vous faire un peu un petit tour du propriétaire. Quelques trucs et astuces pour mieux prompter, en particulier sur les structures de prompt. Donc, le prompt, c'est la consigne qu'on donne à l'IA générative. Je vais beaucoup vous montrer de ChatGPT, mais il en existe quelques autres. Et en gros, l'idée, c'est que mieux on est habitué à donner des bonnes consignes, meilleurs sont les résultats. Je parlerai aussi un peu d'images. Alors là encore, je pense qu'il y en a qui peuvent faire bien mieux que moi, mais moi personnellement, dernièrement, j'ai un peu monté de niveau en appliquant certaines consignes, donc je voulais vous les partager pour créer des images. On a parfois du mal et de la frustration à créer des images qui soient suffisamment réalistes. Je voulais vous parler aussi de la fonction Canva parce que je trouve que pour écrire et rédiger des articles, des synthèses, des articles de blog, n'importe quoi avec ChatGPT, la fonction Canva qui est dans l'option payante change la donne. Et puis, voilà, quelques perspectives d'usage pour aller plus loin, des petits tips aussi d'usage. Encore une fois, pas de vocation à faire
un webinaire d'experts aujourd'hui, mais plus des démonstrations d'usage et pour vous aider à prendre en main ces outils. Donc, très rapidement, je suis Grégory Santaner, je suis vétérinaire de formation. Aujourd'hui, c'est la casquette Veto Network principalement que vous découvrez si vous ne connaissez pas. Si vous voulez en savoir plus sur Veto Network, je vous mets toutes les ressources. Il y a des webinars, des podcasts, différentes choses. Vous pouvez me suivre aussi sur LinkedIn. Je publie régulièrement et j'échange aussi avec pas mal d'entre vous qui êtes ici. Il y a la newsletter aussi qui permet de pas rater quelques infos. Donc, je vous mets ça ici. Le dernier webinaire, c'était sur le VMX. Vous pouvez là aussi le retrouver sur la chaîne Veto Network. Et puis, la dernière petite chose qui marche pas mal, où il y a des bons échanges, c'est le groupe WhatsApp qui avant était basé que sur les événements et qui maintenant, je vous mets le lien, est pérenne. Donc, on est presque 250 bientôt. Je sais plus, ça avance tous les jours. Et il y a des échanges. Voilà. Le but, c'est de vous diffuser des informations, que ce soit en direct d'événements ou même en continu. Et puis, certains apportent aussi des éléments de réflexion intéressants très régulièrement. Donc, on va entrer dans le cœur du sujet. Maintenant que vous êtes tous là, en tout cas ceux qui ont pu arriver. Les IA génératives, bon, j'aime bien commencer par ça, hein, une petite définition de l'IA par l'IA. En gros, demander à ChatGPT lui-même définition simple et compréhensible de ce qu'est l'intelligence artificielle. Donc, ça précise bien que c'est des technologies et ça permet d'imiter ou de simuler certaines capacités humaines comme apprendre, raisonner, résoudre des problèmes ou comprendre le langage. Et je pense que dans le mot imiter et simuler, c'est le plus important à comprendre. C'est-à-dire que là, je vais vous montrer des trucs, vous allez dire, ah, c'est chouette, ça fait des trucs très bien, mais ça ne reste qu'une imitation, une simulation. Et donc, il va falloir, bien entendu, toujours à la sortie, avoir un coup d'œil humain pour vérifier que ça ne dit pas de bêtises. Vous l'avez probablement entendu, d'ailleurs, il y avait encore, moi j'écoute France Info le matin, et ils en parlaient ce matin avec un taux d'hallucination, comme on dit, c'est-à-dire des IA qui racontent des bêtises ou qui inventent des sources. En fait, le but des IA génératives, c'est de faire des enchaînements logiques de texte. Donc, si la logique, c'est de vous donner des sources d'informations parce que vous en réclamez à corps et à cri, ça peut être y compris des sources qui n'existent pas. Donc, attention à ça, en particulier quand vous utilisez ça de manière un peu poussée, académique, pour avoir des sources scientifiques, des choses comme ça. Faites vos vérifs parce que ça ne reste qu'une machine et elle est parfois très imparfaite. Sur les usages, si vous êtes là, c'est que vous êtes curieux ou peut-être que vous faites déjà partie des 39% de Français qui ont déjà utilisé des IA génératives. C'est une enquête Ipsos février 2025, donc c'est tout frais. C'est plutôt intéressant. On voit que assez naturellement, on a un gradient d'âge, en fait, hein, voilà, avec les plus jeunes qui ont beaucoup utilisé, et plus on descend. Pour autant, 17% des 60 à 75 ans qui ont utilisé une IA générative, moi, je trouve ça plutôt pas mal, on va dire. Euh, sur la fréquence d'usage, ce qui est intéressant, c'est que quand on se met à l'utiliser, ça devient plutôt fréquent. C'est-à-dire, une fois par jour, c'est 30%, pour ceux qui utilisent ça dans un cadre professionnel. Et même en cadre privé, on est même sur 24%. Et une fois par semaine, on est pratiquement à 75%. Donc, ça veut dire que quand on commence à s'y mettre, en général, assez rapidement, on trouve des intérêts et des usages. Sur le 39% des Français qui ont utilisé l'outil, il faut rappeler une chose, on est à peu près à l'anniversaire, aux 2 ans, on va dire, pour simplifier, de l'arrivée grand public de ChatGPT, si on veut simplifier. Si on compare par exemple un outil comme Internet, au bout de 2 ans où Internet était en France, il n'y avait pas 40% de personnes qui l'utilisaient. Au début, ça a été assez lent. Là, on a quelque chose qui, en termes d'adoption, va vraiment très très vite, très très fort. Pourquoi faire? Faire des recherches. Et là, c'est là où on pourrait discuter. J'avais mis au départ des tâches très discutables. Parce que faire des recherches, oui, avec les IA génératives, mais est-ce que c'est bien utile d'utiliser une IA générative si on peut utiliser un moteur de recherche classique? Ça peut se discuter. Par contre, tout ce qui est rédiger des textes, traduire des textes, générer des idées, corriger la grammaire, l'orthographe ou le vocabulaire, c'est un outil vraiment très performant pour ça, pour ceux qui sont pas très sûrs et certains de leur orthographe, vocabulaire, voire même de leur style.
il est extrêmement aisé de repasser à la moulinette un texte, un email ou n'importe quoi en disant, voilà, corrige-moi les fautes, améliore un peu le style. Et souvent, on se retrouve avec quelque chose d'effectivement amélioré. Voilà, vous avez de tout. On voit bien, il y en a qui assument, hein. Il y a 14% qui disent vous aider à faire vos devoirs. On peut supposer que c'est peut-être dans les 18-24 ans. Et ceux-là, ils assument le fait que, voilà, aujourd'hui, vous avez peut-être vu, je lisais ça sur les réseaux sociaux Veto, une consoeur qui disait je reçois des lettres de motivation qui ont upgradé en qualité. Et effectivement, voilà, avec un œil un peu averti, on peut deviner l'usage de l'IA. Et en même temps, moi, ça me dérange pas tant que ça. Quelqu'un qui veut faire un stage ou qui veut être employé chez moi et qui a déjà l'usage de ces outils-là, je trouve ça intéressant. Euh, Quels outils tester, utiliser? Alors, s'il y en a d'autres que ceux qui sont là, vous pouvez les mettre dans le chat, ça complétera la veille. Moi, je vous ai mis les principaux. Il y en a dont j'ai l'usage très récurrent, comme ChatGPT ou Gemini. J'expliquerai pourquoi. D'autres que j'utilise ponctuellement, comme Claude, Perplexity ou Mistral, la seule IA française. Ça pourrait être un, une bonne raison pour l'utiliser. Alors j'avoue que voilà, je la trouve moins bien. Voilà, c'est pour ça que j'utilise moins, bien que ce soit français. Il y a Grok, oui. Alors Grok pour Antoine, j'ai pas cité Grok parce que il y a certains outils que je ne veux plus utiliser. Euh, donc Grok étant l'intelligence artificielle de comment dire de Elon Musk, hein, pour simplifier. Et Copilot, oui, tu as raison, Cyril, j'aurais pu mettre Copilot qui est inclus dans Teams. Donc voilà quelques outils. Pour ChatGPT, j'utilise la formule ChatGPT Plus qui est à $20 par mois. Ça reste une somme relativement modeste pour les intérêts qu'on peut y trouver. Il existe une version pro à $200 que j'ai pas encore eu l'occasion ni la curiosité d'essayer pour voir, mais je sais que certains utilisent ça. J'en profite d'ailleurs, si vous voulez une bonne source d'information sur toutes les IA génératives, je vous le mets dans le chat, je vous invite à aller voir la chaîne YouTube de Ludovic Salen, qui est quelqu'un, c'est marrant, que j'ai connu dans une autre vie quand j'étais normand, et qui maintenant est un des youtubeurs francophones spécialisés pour les IA génératives. Il a une capacité à tester tout ce qui sort qui est assez faramineuse et surtout à faire ça de manière très ludique, décontractée. Enfin voilà, il se prend pas la tête et on apprend beaucoup de choses. Donc je vois que certains le connaissent déjà. Donc n'hésitez pas, ceux qui connaissent pas, allez jeter un œil qui est avec quelque chose qui est intéressant. L'intégration dans les outils collaboratifs, oui, c'est vrai que Claude, tu as raison, Notebook LLM, on en avait parlé en plus, qui peut être quelque chose d'ailleurs. Tiens, je t'écrirai après, peut-être qu'on peut se faire un webinaire en duo sur Notebook LLM, ça serait un bon outil à faire découvrir. Et également, le côté, comment dire, ce que dit Claude est intéressant, le fait de croiser, c'est-à-dire de commencer avec une IA générative et puis de rebasculer dans une autre pour faire des vérifications. Souvent, elles n'ont pas les mêmes avantages et pas les mêmes défauts, et donc ça peut être aussi une bonne façon de faire. Un autre point que peut-être certains d'entre vous ont vu apparaître, et je reprends Cyril qui a parlé de Copilot, qui est inclus dans Teams, tous ceux qui ont des usages d'outils collaboratifs type Teams ou Google Workspace ont vu apparaître petit à petit, alors Teams en premier avec Copilot qui est arrivé très vite, et dans les outils de Google Workspace, qu'est-ce que j'utilise moi pour Anikoun Vétérinaire, on a tous un compte chez Anikoun Vétérinaire, les vétos comme les ASV d'ailleurs, et on a vu apparaître cette petite étoile que vous voyez là, montré par la mascotte, qui est un peu l'assistance IA qui va nous aider à rédiger des mails, écrire des textes, analyser des tableaux, des choses comme ça. Donc on a ces outils qui sont externes, ce que je vais vous montrer est plutôt externe, mais on a des outils qui vont aussi s'intégrer dans nos façons de fonctionner, qui au final vont être là en sous-tâche un petit peu permanente. J'ai vu que Franck, Noël, t'étais là et je me souviens, on avait fait un webinaire il y a 2 ans sur l'IA et tu avais dit que là où ça devenait le plus performant, c'était quand ça ne se voyait plus et quand on n'avait plus l'occasion de l'utiliser. Et à certains moments, on touche un peu à ça. Je vais aller un peu plus précisément dans ce tour d'horizon de ChatGPT payant pour montrer un peu à ceux qui utilisent déjà, mais avant peut-être un petit sondage justement pour savoir un peu qui utilise ces outils-là. Je vais vous lancer un petit sondage. Est-ce que vous avez déjà
utiliser ChatGPT ou une autre IA générative d'ailleurs, hein. Donc ça peut être ChatGPT, mais je vois qu'il y avait des multi-utilisateurs pour voir un petit peu quel type de public on a aujourd'hui. Là, vous êtes plus de 80 en ligne, donc plutôt dans la moyenne haute. On voit qu'il y a quand même pas mal d'usagers. Et bienvenue aux non-usagers. J'espère que ce qu'on va voir aujourd'hui vous donnera envie de tester. Voilà, on voit qu'il y a 80% qui a déjà utilisé une IA générative, 80, 84. Allez, je termine l'enquête et puis on va passer à la suite. Donc, petit tour d'horizon de ChatGPT payant. Pour vous montrer un petit peu, alors je vais basculer en espérant que ça fonctionne bien ici. Voilà, normalement vous devez voir sur votre écran mon interface ChatGPT et je vais aller vous faire un petit tour du propriétaire. Donc là, je suis dans la version payante. On voit ici une barre latérale avec ChatGPT. On a Sora qui est arrivé depuis peu. Donc Sora, c'est l'IA générale qui permet de générer des vidéos. Je vous montrerai un tout petit peu, mais très rapidement. J'essaie de l'utiliser modérément parce que ça consomme pas mal de faire de la vidéo. Ensuite, ici, on a tous les modèles. Je vais en reparler un petit peu après par rapport à la version payante qui est la version gratuite qui est un peu plus restreinte, même si parfois c'est un peu flou la limite entre les deux parce qu'ils font des évolutions. Et surtout, ce que je voudrais vous montrer comment dire, dans ce tour d'horizon, hop, je vais passer comme ça, c'est quelque chose qui est souvent ignoré, qui a trait pour moi, à la sécurité, c'est-à-dire la sécurité de vos données. Ici, dans les paramètres, vous avez, dans votre compte, vous avez les paramètres sur le côté ici, et vous avez une rubrique qui s'appelle gestion des données. Et en première ligne de ça, vous avez quelque chose qui s'appelle améliorer le modèle pour tous. Je vous incite plus à désactiver cette fonctionnalité. Pourquoi? Parce que, en particulier, si vous avez des usages professionnels, je pense vétérinaires par exemple, si vous écrivez des mails, vous faites analyser des données médicales, des choses comme ça, si vous ne décochez pas cette fonctionnalité-là, les données que vous rentrez dans ChatGPT ou dans une autre IA générative, je pense que dans chaque IA générative, il y a la possibilité de décocher quelque part ça. En fait, elles vont potentiellement être utilisables pour entraîner le modèle. Ça ne veut pas dire qu'elles vont être disponibles sur l'étagère comme en ligne où on peut retrouver, comme c'est pas comme si vous les mettiez en ligne accessible à tous, mais pour autant, ça veut dire que vous ne protégez pas correctement ces données-là. Donc attention à ça. À la fois pour le pro où là je dirais que c'est un impératif, hein. On a des notions de RGPD, des notions de secret professionnel aussi qui font que. Donc si vous désactivez cette case, par contre, vous avez la possibilité de fonctionner en système fermé et donc là, les données restent chez vous. C'est la même chose quand je vous montrais Gemini là, qui est intégré dans Google Workspace. Bien sûr, quand c'est un outil professionnel, où c'est la même chose, je présume, mais je ne connais pas, j'ai pas testé et j'ai pas été voir les paramètres et les petites données dans Copilot quand c'est un Teams collaboratif qu'on a acheté. On peut paramétrer ces choses-là. Sur la version gratuite, je vous avouerai que je l'utilise plus depuis un certain temps, donc je ne sais plus si on peut faire ça. Mais voilà, le but de ce moment-là, c'était de vous sensibiliser à ça, qui est souvent ignoré. Attention à vos données, n'en faites pas n'importe quoi. Les pros, c'est une obligation. Les persos, je pense que c'est une bonne idée aussi de ne pas faire n'importe quoi de ce côté-là. Ce qu'on peut faire aussi quand on est ici dans les paramètres généraux, c'est aller dans ce qu'on appelle le profil du créateur, qui peut se faire ici, ou plutôt la personnalisation. Alors attendez, je suis perdu. Où est-ce que j'avais fait ça? La gestion des données, le profil du créateur. Ils ont changé de place un truc, j'ai l'impression. Je vais retourner sur la présentation pour vous montrer ce dont je voulais vous parler. Donc, les données, comme je vous ai dit, faites attention. Ici, la possibilité de personnaliser ChatGPT dans les paramètres pour dire qui vous êtes, c'est-à-dire c'est des consignes généralistes qu'on n'aura pas à répéter à chaque fois. Donc là, par exemple, moi, voilà, j'ai expliqué qui j'étais.
pourquoi j'utilisais ChatGPT. Si vous utilisez ChatGPT, par exemple, pour un usage clinique vétérinaire, bah, vous pouvez le préciser. Vous pouvez préciser aussi que moi, par exemple, j'ai mis je n'apprécie pas l'abus de majuscules parce que je sais pas vous, mais moi, souvent, ChatGPT met beaucoup de majuscules et je suis obligé à chaque fois de lui dire, bah, corrige, j'en veux pas. Donc, ah voilà, merci Cyril, en haut à droite, instruction personnalisée. Merci pour me l'avoir retrouvé. Donc, du coup, voilà, on peut personnaliser ça. Ça permet d'avoir une spécificité de mise en forme et de typologie de réponse. Je lui ai dit aussi que j'aimais pas les mises en gras ou en italique de texte, donc il me le fait plus. Donc, on peut personnaliser pour avoir un outil plus à sa main. On peut aussi créer ce qu'on appelle des dossiers. Je vais retourner ici. Bah là, ici, par exemple, j'ai créé un dossier qui s'appelle Test pour le webinar. Dans ce dossier, en fait, ça va être comme si c'était un sous-chat GPT dans lequel on peut ajouter des fichiers d'information et ajouter des instructions pour personnaliser encore un peu plus précisément. Donc, ça veut dire qu'on va avoir un espèce de sous-chat GPT peut-être un peu plus précisément pour une tâche, pour une mission. Donc, c'est pas tout à fait des GPTs, en tout cas c'est autre chose que les GPTs, donc je parlerai un tout petit peu à la fin, mais ça vous permet un peu de faire du tri avec bien sûr la possibilité de pouvoir mettre voilà, des codes couleurs, des choses comme ça, changer le titre pour s'y retrouver un petit peu. Donc voilà pour le côté dossier qui est aussi quelque chose d'intéressant qu'ils ont déployé il y a quelques temps. Et puis les différents modèles, si on veut retourner un peu sur ça, ça change tout le temps. Donc souvent, voilà, on arrive ici, on va ici sur les différents modèles. Il y a un modèle souvent de base qui lui aussi évolue, mais là qui actuellement est le 4O. Je dirais qu'il est généraliste. Bah voilà, ma bêta avec Atto, avec tâche planifiée, qui était présent hier, n'est plus présente aujourd'hui. On a le 4.5 qui est censé être la future version qui vient d'arriver en pré-version, donc que j'ai pas encore testé, je vous avouerai. Et puis ici, voilà, on a des IA pour du raisonnement avancé, des IA qui sont plutôt rapides, des IA pour le codage ou la logique. On a aussi voilà, plus rapide pour la plupart des questions, qui est un peu le 4O mini. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? En tout cas, de ce que moi j'en ai compris, c'est vraiment plus la pertinence versus la rapidité de réponse et versus ce que ça consomme comme ressource. Parce que, il faut le dire, voilà, ça consomme du cerveau d'ordinateur, on va dire, de répondre. Et si on veut être modeste dans sa consommation, ce qui a des intérêts à la fois parce que si vous utilisez beaucoup, vous vous apercevrez que comment dire, enfin, c'est pas infini. Moi, ça m'est déjà arrivé en plein atelier de démonstration que ChatGPT dit, bah non, là pendant quelques minutes, c'est terminé, on peut plus m'interroger parce que tu m'as trop sollicité. C'est pas infini non plus parce que derrière tout ça, c'est un sujet très intéressant. C'est pas l'objet aujourd'hui, mais je le dis quand même pour sensibiliser. Oui, ça consomme des ressources en termes d'électricité, en termes d'eau. Donc, si on peut ne pas l'utiliser pour tout et n'importe quoi et en gros éviter d'utiliser un marteau pilon pour assommer une mouche quand on a vraiment une question simple, peut-être aller utiliser le 4O mini plutôt que le 4O. Alors, moi-même, j'y pense pas tout le temps, mais voilà, ça peut être ça. Et puis, vous avez, si je retourne sur la page, vous avez ici, quand vous êtes dans ChatGPT, vous avez aussi, alors moi je trouve que l'interface est parfois bordélique, on va dire ça comme ça, parce que tout n'est pas au même endroit. Là, voilà, on a tous les différents modèles de ChatGPT, et puis ici pour si on veut comment dire dessiner une image, c'est par ici. Si on veut collaborer sur la rédaction et le code, c'est par là. Donc, faut pas hésiter. Et en plus, de temps en temps, il la change, cette interface-là. Donc, faut pas hésiter à se balader régulièrement, surtout quand c'est le début, d'aller faire le tour du propriétaire pour voir un peu tout, comme je suis en train d'essayer de vous le montrer ici. J'en reparlerai après de Canva parce que c'est quelque chose que je trouve vraiment intéressant. Donc, j'espère que déjà, pour tout ça, ça va à peu près. Alors, il y en a qui connaissaient déjà, donc qui sont pas perdus. Pour les autres, que ça vous perd pas trop. S'il y a des questions, surtout, mettez des petits mots dans le chat. Hein, voilà, il y a quelques personnes qui précisent des choses sur la confidentialité. Il peut y avoir effectivement des examens de sécurité, mais en tout cas, voilà, je reviens sur le sujet donné, qui est un vrai sujet que je vous incite à surveiller avec attention.
Donc voilà pour le petit tour du propriétaire, je dirais. Si on va sur l'autre partie du sujet, qui est le sujet prompt, alors là encore, ce que je vais vous partager est extrêmement basique. Pour les prompts un peu plus techniques, je vous renvoie à nouveau vers Ludovic Salen, dont j'ai parlé au début, qui fait des vidéos super bien sur ça, où il passe quasiment 1 heure sur comment prompter. Moi, je vais me contenter de vous donner des choses simples, en fait, voilà, qui marchent vraiment au quotidien, et après, à vous d'aller un peu plus loin peut-être. Donc, il y a un métier qui n'existait pas il y a 3 ans, on va dire, et qui peut-être est déjà un métier à certains endroits et sera en tout cas une compétence d'avenir. C'est la compétence pour prompter, c'est-à-dire pour faire cette demande à l'IA qui va permettre d'avoir des résultats intéressants. On parle aussi, et j'aime bien le mot, même s'il n'est pas trop connu et que tout le monde met du prompt engineering un petit peu partout, la rédactique, en fait, c'est-à-dire l'art de rédiger. Et je trouve ça intéressant parce que dans un domaine extrêmement technique comme l'IA, ça donne un petit peu, je dirais, le, les littéraires, en fait, ceux qui ont du vocabulaire, vont avoir un avantage par rapport à ceux qui en ont peu. Donc, c'est le voilà, processus de conception, structuration d'un prompt, donc de cette demande qu'on fait à l'IA, de sorte qu'il soit bien interprété et compris par le modèle. Donc, c'est la façon de formuler qui fait qu'on peut obtenir un résultat intéressant. Intérêt quand on prompte bien du premier coup et qu'on se lance pas comme ça un peu de manière désordonnée, on se pose, c'est que ça va être plus précis. Souvent, on va avoir une réponse de meilleure qualité, une réponse plus rapide, c'est-à-dire qu'on n'aura pas besoin de 15 fois ou 5 fois ou 3 fois dire non, c'est pas tout à fait ça, c'est un peu plus ci, c'est un peu plus ça. Si on fait la bonne demande, très souvent, la première réponse elle est de suffisamment bonne qualité. Et du coup, si on arrive à avoir une bonne réponse en une fois, eh bien, c'est moins coûteux en temps et en ressources, même s'il peut y avoir des débats sur les prompts hyper complexes qui peuvent consommer plein de ressources. Mais voilà, je vous incite en tout cas, si vous êtes néophyte ou si vous avez peu d'usage, ça peut être vite déceptif en fait si on se lance un peu n'importe comment, et on peut se dire ouais bah bof et puis j'arrive pas à avoir une bonne réponse. Il faut le faire tranquillement, se poser et toujours prendre un petit temps de réflexion avant de se lancer. Prompter, c'est programmer. Je vais vous parler de deux méthodes de prompt. Je vous en ai même mis une troisième en grisé, mais que je ne vais pas adopter parce qu'elle est très longue, très complexe et on a un temps pas très long. Je vais insister sur une seule qui est la basique, en fait, qui est la RTF pour rôle, tâche, format. Et on va la voir plus en détail ensemble. Oui, effectivement, Claude, on peut, alors, j'allais y venir à la fin, on peut demander après, une fois qu'on a fini, comment j'aurais dû prompter pour avoir ce résultat dès le début. Donc, c'est effectivement du prompt, en tout cas pour s'entraîner, c'est aussi une bonne méthode, bien sûr. Et puis pour des questions un peu plus complexes, des prompts structurés avec la technique dite carte, contexte, action, rôle, tonalité et exemple, qui je trouve marche bien aussi quand on veut organiser des choses, mais je vais vous montrer un petit peu les exemples que ça peut donner. La RTF, c'est pas compliqué, donc rôle, tâche, format. Euh, alors, bonne remarque d'Ingrid, c'est dommage qu'on ne peut pas prompter en dictant. Je la garde après, on peut prompter en dictant, mais je vais y revenir, j'y reviens plus tard. Ou en tout cas, rappelle-moi si j'y reviens pas. Donc, rôle, en gros, dire tu es qui en fait, ou quel rôle doit prendre l'IA. Ça lui donne un cadre. Alors, moi, je vous ai mis vétérinaire à ASV, mais on peut mettre expert dans tel domaine ou ce genre de choses. Tâche, en gros, qu'est-ce que tu dois faire? Est-ce que c'est rédiger un texte, répondre à une question, éditer une liste, créer un tableau, ce genre de choses? Ça oriente bien l'IA vers ce qu'on veut. Et puis, le format, parce que en fait, la réponse peut être sous plein de formes différentes, avec voilà, ta réponse devra peut-être voilà, est-ce qu'il délise des paragraphes, la longueur aussi, est-ce qu'il y a des titres ou des choses comme ça. Je vois qu'il y a des gens qui posent des trucs super dans le chat, donc regardez bien pour aider à optimiser ces prompts, c'est très intéressant. Euh, donc l'idée voilà, c'est d'aboutir avec ce RTF à quelque chose de vite euh, utilisable, précis, comme je vous l'ai dit, et qui va droit au but, où on n'a pas à passer 15 ans à faire son truc. Je vous en ai mis deux ici, un peu adaptés à nos domaines. Et là, c'est l'occasion de dire que
Ça peut être intéressant pour des vétérinaires d'utiliser ChatGPT ou autre IA générative comme assistant médical, on va dire. Donc là, ici, je vous ai fait un premier RTF plutôt médical. Tu es une vétérinaire spécialisée en médecine interne avec une expertise en endocrinologie et réalise un diagnostic différentiel à partir de résultats d'analyse suivants, puisque c'est aussi un des intérêts de comment dire de ChatGPT payant, c'est qu'on peut lui télécharger des documents, donc typiquement des résultats d'analyse divers et variés, et il a la capacité à les analyser de manière plutôt intéressante. Et puis je lui demande voilà, tâche réalise un diagnostic différentiel, et puis format, liste les hypothèses par ordre de probabilité. Je pourrais lui mettre liste les 10 premières hypothèses par ordre de probabilité pour avoir quelque chose. Donc typiquement, ok, on peut téléverser les fichiers dans le gratuit, donc ça c'est une bonne nouvelle. Peut-être qu'il y a des limites de quantité ou de choses comme ça, mais très bien. Comme ça, même ceux qui ont la version gratuite, vous pourrez tester pour voir ce que ça donne. Et puis je vous ai mis un autre exemple. Peut-être, je sais qu'il y avait quelques ASV qui étaient inscrites et c'est cool qu'il y ait du public ASV parce qu'elles sont souvent moteurs dans la transformation numérique des établissements vétérinaires. Donc rôle tu es une ASV experte en community management, puisqu'elles ont parfois cette mission-là de faire le community management. Tâche, rédige une publication pour la page Facebook de ta clinique sur l'intérêt de l'identification chez le chat. C'est typiquement une chose qu'on peut faire. Et puis, format, le poste doit contenir 3 avantages attractifs pour les propriétaires de chats. Je vous laisserai tester le prompt médical avec des données à vous. Je vais vous montrer en fait le prompt, community management pour vous donner une idée. Alors là, je l'ai mis en petit, mais c'est plus pour mémoire. Et je vais basculer sur, ici, tac, et je vais vous le remettre. Identification chat avantage. J'espère que vous voyez suffisamment bien. Je vais peut-être mettre un petit peu de plus. Donc, je pense que vous voyez correctement. J'ai tout simplement copié mon RTF, hein, alors en enlevant rôle, tâche et format, et on voit que ça sort quelque chose qui est tout de suite, il n'y a pas grand-chose à faire, voire même si on n'a pas trop le temps, on n'est pas obligé de faire en fait. Voilà, ça dit que l'identification est obligatoire chez le chat après 2012. A priori, j'ai vérifié, l'info est bonne. 3 bonnes raisons. Voilà, retrouver le chat en cas de perte, on retrouve a priori des données de l'ICAD, lui éviter d'être considéré comme un chat errant et voilà, identification obligatoire pour voyager. Alors en Europe ou dans le monde. Donc, avec même un petit, puisque c'est un community manager expert, vous avez des questions, contactez-nous, nous serons ravis de vous conseiller un call to action. Vous voyez, hein, souvent on se gratte la terre pour produire des contenus, que ce soit des fiches pratiques d'information, des articles de blog pour votre site internet, des posts pour vos réseaux sociaux, où souvent on est un peu à l'arrache. Là, quelque chose qui m'aurait pris du temps, m'en a pris extrêmement peu, puisque je vais vous remontrer, hein, parce qu'il y a peut-être la notion de vitesse aussi qui est ignorée par ceux qui n'utilisent pas ChatGPT. Je pense qu'il y a ça aussi qui est fascinant. Je vais faire comme si c'était la première fois que je lui posais la question et je vais remettre le prompt et vous allez voir la vitesse de production qui se fait en direct là que vous voyez. Voilà, vous avez vu que ça trace quand même plutôt bien. Et en tout cas, ça va beaucoup plus vite qu'un humain. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc, j'ai pas regardé. Ouais, il a un petit peu changé, hein. Donc, vous voyez, c'est assez intéressant. Voilà, il part avec la question. Je vois une ASV qui m'en sert pas mal, mais avec une relecture, recherche et non-utilisation des photographies copiées. Alors, ça revient exactement à ce que je vous disais. C'est un bon assistant, mais il faut garder vraiment son cerveau humain pour aller jusqu'au bout de l'usage parce que ça peut poser problème. Donc voilà pour le RTF qui est vraiment, ça doit être votre tournure d'esprit dès que vous vous faites. Et puis après, bien sûr, on peut affiner en lui disant ceci ou cela pour ça. Mais effectivement, quelques témoignages d'usage ici. Pour le kart, dont je vous parle très rapidement, beaucoup plus complexe, peut-être pour des choses un peu plus touffues. Je suis chargé une mission. Voilà, alors, ça peut être une mission simple, hein, écrire un article. Tu dois faire ça pour moi, rédiger, résumer, analyser, et tu dois le faire en tant que journaliste, consultant, avec plutôt un ton comme si. Et puis, je te donne des exemples de ce que je voudrais que tu mettes dans ta réponse. Donc,
voilà un peu le carte, comment ça se présente. Je vous mets un carte qui peut être un carte utilisable dans le cas de veto. Voilà. Vous vous dites, on aimerait bien développer l'assurance santé animale, j'aimerais bien organiser une petite réunion d'équipe sur un temps du midi avec les pizzas et tout, mais je sais pas du tout comment faire ça et comment m'y prendre en fait. Donc, contexte, je prépare un brainstorming d'une heure avec mon équipe soignante, avec 2 vétérinaires et 3 ASV pour trouver des idées pour développer l'assurance santé animale. Propose un plan détaillé d'action pour cette session. En gros, dis-moi comment je pourrais faire cette réunion. Je te donne un rôle qui est celui de quelqu'un qui est expert en faire des réunions pour des groupes. Donc, c'est cool, c'est quelque chose que je sais pas faire. Soit professionnel, voilà, clair, inspirant, mais on pourrait mettre amical. Voilà, on peut changer. C'est d'ailleurs parfois intéressant au début, quand on est en recherche, de modifier peu de choses, en fait, et de refaire la même demande pour voir comment il module, en fait, la communication. Et puis, exemple, inclut des suggestions comme une introduction, un icebreaker pour mettre l'équipe en confiance, une phase de priorisation des idées, ce genre de choses. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, en fait, la réponse que j'ai eue quand j'ai demandé ça. Donc, je vous remets en fait ma. Alors, je l'ai eu vite. Hein. Je vous redis à chaque fois que c'est un des intérêts, c'est qu'on a quelque chose de vraiment puissant et rapidement. Voilà, il m'a fait plan détaillé du brainstorming, durée 1 heure, participation de Veto 3 ASV. Il m'a fait l'intro avec les rappels. Et bien sûr, là, je pourrais lui dire. S'il me dit rappeler brièvement l'importance de l'assurance santé pour les propriétaires et les animaux, je peux bien sûr lui dire, est-ce que tu peux me détailler ça et me donner des chiffres, en fait, voilà, des éléments pour faire ça. On peut lui poser la question pour affiner. Là, le but, c'était juste de faire le plan. Donc, il m'explique, voilà, comment faire, le petit icebreaker où chacun dit qu'est-ce que ça lui évoque pour développer un peu, le brainstorming avec des idées, avec une méthode, des 4 axes d'action, des techniques, post-it et tour de table. Voilà, bon, il n'y a rien d'extraordinaire, mais quand on n'a jamais organisé de réunion au sein d'une équipe ou quand on en a peu l'expérience, c'est toujours pratique de se dire, OK, je peux faire comme ça. Et puis, sur la priorisation des idées, voilà, une matrice à 2 axes. Alors là encore, on n'est pas dans des trucs spectaculaires pour ceux qui ont l'habitude de ça, mais c'est pas des choses que les vétérinaires ou les ASV ont l'habitude de manipuler, donc ça peut donner des pistes et au pire, ça peut faire dire, OK, c'est comme ça que je voulais le faire et donc pourquoi pas. Et puis derrière, conclusion et plan d'action, là aussi, des choses pas spectaculaires, mais qui sont pratiques et surtout, ça m'a sorti ça en 2 temps 3 mouvements. Alors, je vois qu'il dit, certains disent que ça ne fait que couper. Je ne sais pas si c'est le cas chez tout le monde. De toute façon, le replay, comme je l'ai indiqué au début, sera disponible sur YouTube. Si d'autres ont des problèmes de coupure, n'hésitez pas à le signaler. J'essaierai de voir si je peux faire quelque chose. Bon, peut-être des petits problèmes de connexion à droite ou à gauche. Donc, voilà en gros. Je reviens sur la présentation. Ce carte, c'est pour des choses un peu plus costaud, on va dire. Et vous avez vu comment on peut vraiment, comment dire, avoir la possibilité d'avoir accès, je dirais, à des connaissances et des compétences qui ne sont pas les vôtres. Donc, c'est ça que je trouve intéressant dans ce genre d'outils. Euh, si on retourne, si on va pour la suite, donc là, je vous ai montré du RTL, je vous ai montré du carte. L'autre, le contexte, je n'en parlerai pas trop. Je vais en venir aux images. En fait, souvent, il y a une forme de frustration et que je n'ai pas encore complètement résolu. Mais comme j'ai franchi un pas, je veux vous le partager sur la création d'images. Où, en gros, en première intention, ça va vous créer des images où ça se voit comme le nez au milieu de la figure que c'est de l'IA. Alors, quand c'est assumé, il n'y a pas de problème, mais quand on cherche à faire réaliste, ça peut être un peu frustrant. Et donc, voilà, quelques pistes. Et en particulier, moi, je dirais que ce qui m'a fait sauter mon saut, c'est la mention systématique, même si c'est controversé quand on lit différentes sources, de photos amateurs et ou naturelles de ceci, cela. D'accord. Les autres points qu'il faut avoir en tête pour ceux qui sont photographes, c'est qu'on peut donner des consignes de type d'appareil utilisé, de l'angle, de la luminosité, de la focale même pour ceux qui sont spécialistes de ça. Donc ça veut dire qu'on peut être assez précis. Et là aussi, je vais retourner à nouveau sur mon chat GPT pour vous montrer la démarche sur une des recherches que j'ai faites. Voilà, je lui ai demandé une image naturelle et amateur d'une vétérinaire en train d'ausculter une brebis. Alors, je regarde si vous voyez bien tout. Oui. Dans un hangar avec des bottes de paille en arrière-plan. Ça m'a sorti ça en première intention et je trouve que ça déjà,
par rapport à certaines images qu'on voit, c'est pas si mal. Donc, a priori, pour avoir fait des tests, c'est vraiment la mention naturel et amateur qui fait qu'on n'a pas quelque chose de trop irréaliste. Alors, pour autant, voilà, on a ça. J'ai fait en sorte de rendre encore plus réaliste cette image et de la mettre en format 9/16e, puisqu'on peut générer les formats. Et il m'a sorti ça. Bon, là, je sais pas vous, mais on voit que peut-être voilà, artificiel, je suis d'accord avec toi, Stéphanie. Le côté finalement, alors là, j'ai lu des choses qui j'ai pas réussi à me faire mon idée. Parce qu'il y en a qui disent si on met réaliste, ça donne des bons résultats, mais moi je trouve que quand on met réaliste, ça donne ce genre de résultats qui sont un peu faux, quoi, entre guillemets. Je vous montre ce que j'ai fait, hein, je vous montre la démarche. La vétérinaire doit être moins bien habillée et plus naturelle avec un bonnet, parce que là, on avait un petit peu quelque chose de pas très réaliste. Donc, je suis arrivé à cette image qui est pas si mal. Voilà. Bon, après, le mouton sur le tas de paille est peut-être pas génial, génial, mais je vais au bout de la démarche et je vous montre ce que j'ai fait après. Voici une version plus naturelle. Donc là, j'ai retesté photo amateur et naturelle d'une jeune vétérinaire. Donc j'ai mis brune cette fois parce que les biais algorithmiques fait que quand on dit une vétérinaire, on a souvent une blonde avec un bonnet en train d'ausculter une vache dans un champ sous la pluie, ouverture focale f8 et format 9/16e. Alors ça m'a sorti ça, qui est pas dans le bon sens, mais je sais pas si vous la voyez la photo. Elle commence à être pas si mal, je trouve en fait. Je lui ai quand même dit et c'est là où on en vient au fait de lui poser des questions sur ce qu'il produit et de lui demander son avis sur ce qu'il produit lui-même. Que penses-tu de la qualité de cette photo et comment est-ce que je pourrais l'améliorer en modifiant mon prompt initial? Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant à faire quand vous commencez à vous amuser un peu avec ça. C'est de dire, OK, je suis arrivé à tel résultat, comment je pourrais t'avoir demandé mieux pour avoir quelque chose de encore mieux. Et là, l'analyse, elle est assez poussée en fait de ce que vous dites ChatGPT, c'est-à-dire voilà, l'image, ça semble bien, éclairage contraste, ça semble pas mal, et derrière, il propose comment améliorer. Voilà, il explique comment on améliorerait ça. Alors vous voyez que c'est assez pointu et poussé. Et il explique surtout, et c'est là où je trouve qu'on la pédagogie en apprend bien, il explique surtout pourquoi il l'a modifié comme ça. Ouais, il a dit préciser légère pluie ou pluie fine pour pas avoir le côté exagéré de la pluie. Il parle du vêtement aussi pour le côté imperméable. Donc, vous voyez, ça vous fait un peu rentrer dans la tête, entre guillemets, de ChatGPT et de la génération d'images pour arriver à avoir le plus réaliste possible en matière de photos. Encore une fois, personnellement, je suis pas satisfait à 100% de ce genre de choses où on a quand même voilà, une vision où on se dit, bah, on a un doute, et si on a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute, et donc ça veut dire qu'on n'y est pas encore. Donc, mais ce que je voulais vous partager, en tout cas avec cette expérience-là sur ces photos, c'est le côté, il faut se challenger soi et challenger l'outil en lui disant, OK, vas-y, dis-moi comment je peux faire mieux et comment je peux faire différemment. Donc voilà, je vous l'ai mis là, je vous l'ai montré en vrai, mais je l'ai laissé là. Et puis, petite chose aussi qui est possible, c'est la possibilité d'éditer l'image. Je rebascule à nouveau sur ChatGPT. Quand vous avez une image ici que vous voulez modifier, vous avez ici, en fait, sélectionné et vous pouvez dire dans cette zone-là, je veux retirer la boucle, par exemple. Et on va voir, logiquement, il devrait arriver à le faire. Des fois, il rate, hein. Donc, je fais du sans filet là. On va voir ce que ça donne et si ça fonctionne et s'il est en train de générer quelque chose où il n'y a pas de boucle. Mais comme je vous l'ai dit, des fois, ça ne marche pas. Donc, il prend un petit peu son temps pour faire ça, plus ou moins rapidement. Tac, tac, tac. Je rappelle pendant ce temps que voilà, si vous avez des questions pour la fin de la session qui ne va pas tarder, vous pouvez les déposer dans le chat. Et puis voilà. Ah, il y a peut-être encore un petit bout de boucle. Elle est moins visible. Donc, comme je vous l'ai dit, pas toujours parfait. Donc il faut parfois insister ou changer d'une autre façon ou dire retirer toute trace de boucle. Voilà, il y a des choses comme ça où on voit que c'est pas du 100%.
J'en viens à une dernière fonctionnalité avant de passer à la conclusion, c'est mieux rédiger avec la fonction Canva. Je voulais, pareil, je vais pas faire de détails parce qu'on pourrait y passer du temps, mais je vais vous montrer juste que ça c'est faire en fait et qui est assez intéressant. La fonction Canva, donc plutôt pour la rédaction et comment dire et le code aussi. Alors, je vais pas du tout aborder parce que je suis pas du tout compétent, mais on peut faire des choses aussi en code avec ChatGPT. Mais donc la fonction Canva en rédaction, ça permet en fait de gérer des choses comme la longueur du texte, le niveau de lecture, et c'est assez amusant comme outil, et même l'ajout éventuel d'emojis, et en tout cas dans tous les cas d'affiner et de peaufiner vos textes. Donc je vais vous montrer là aussi comment ça peut rendre. Je vais ressortir de ça. Tac, 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 tac. Où est-ce que je suis? Annuler, fermer, et on va aller ici dans ce que. Donc, je vous montre par exemple un article. Pour ceux qui me lisent parfois dans la dépêche, j'assume pleinement que mes articles soient affinés et peaufinés avec ChatGPT. Parce que ça permet d'avoir quelque chose de plus lisible et plus agréable pour vous. Donc, je vous montre un peu comment ça se passe, cette histoire de Canva. Ici, par exemple, on a le petit stylo de Canva et on voit qu'on peut ajuster la longueur, le niveau de lecture, peaufiner ou ajouter des emojis. Ajuster la longueur, c'est tout simplement si à un moment on se dit, bah tiens, ce paragraphe-là, j'aimerais bien qu'il soit un peu plus long, un peu plus court, on le sélectionne et on va aller voilà, ajuster la longueur ou ce genre de choses. On peut aussi ajuster le niveau de lecture. Et ce qui est intéressant dans ajuster le niveau de lecture, c'est conserver le niveau de lecture actuel. Et puis, on peut mettre niveau enseignement supérieur, université, lycée, mais on peut aussi mettre niveau collège, niveau maternel. Alors, j'aurais tendance à dire qu'un niveau collège, pour des clients, vu le jargon qu'on utilise, nous, régulièrement, ça peut peut-être être une bonne idée. Alors, on peut même pousser le truc jusqu'à le mettre en niveau maternel. Alors là, vous allez voir, il va le réécrire normalement s'il veut bien s'y mettre. Voilà, il est parti. On va le laisser travailler pendant ce temps-là. Je pense que c'est en train de faire, euh, de faire ça. J'ai allongé le texte, répondre. Ouais, il est en train de faire sa modification en mode maternel, donc je le laisse travailler un peu. Euh, voilà, le texte a été écrit. Voilà, en mode maternel. Aujourd'hui, les vétérinaires peuvent utiliser des ordinateurs très intelligents pour les aider à regarder les photos des animaux malades. Ces ordinateurs regardent vite et ne se trompent presque jamais, mais les vétérinaires doivent toujours vérifier ce qu'ils disent. Donc, vous voyez l'idée en fait. Hein, alors là, on est trop bas peut-être au niveau, mais en tout cas, nous qui avons souvent tendance à expliquer les choses de manière trop complexe, utiliser des outils comme Canva pour se mettre à un niveau collège, on va dire, qui est probablement une façon en tout cas, de réguler notre façon de nous exprimer pour faire en sorte que ce soit accessible au plus grand nombre, en particulier aux propriétaires d'animaux. Donc, voilà quelques usages de Canva. Je vous laisserai jouer avec si vous voulez. Et je vais passer à quelques fonctionnalités que certains ont déjà citées. En fait, je vois Ingrid qui l'a mis. Effectivement, on peut utiliser ChatGPT en mode vocal sur son mobile. Tout à l'heure, il y avait, je ne sais plus, une participante qui disait, est-ce qu'on peut prompter en dictant? Alors oui, on peut. Je suis pas convaincu en fait, dans le sens où souvent quand on parle, on est peut-être moins attentif à la façon qu'on a de prompter. Alors que quand on écrit, on se pose, on écrit son prompt et ensuite on le lance. Après, c'est un exercice malgré tout intéressant pour voilà, dialoguer, pour peut-être s'exercer dans une langue étrangère, pour faire quelque chose en tac au tac, question-réponse. Là aussi, discutable peut-être sur l'usage et l'intérêt de l'usage versus les ressources consommées. Je pense que c'est vraiment une des questions que j'espère avoir mises en avant aujourd'hui. C'est des outils très puissants, mais peut-être ce serait pertinent de les utiliser que pour des choses vraiment utiles, on va dire. Donc à réfléchir tranquillement, mais à réfléchir quand même. Ça c'est aussi voir, en fait, ça c'est quelque chose, des premières fois que j'avais vu ça, je m'étais dit, ah ouais, ça sait faire ça quand même, c'est-à-dire qu'on peut lui montrer, là, vous voyez sur ma slide, 3 plus 4 égale, et il est capable de voir que 3 plus 4 égale, bah, c'est une question, et il est capable de me donner la réponse. Donc ça veut dire que vous avez peut-être vu passer sur LinkedIn
Je crois que c'est Mathieu Lamant de AGC Premium qui montrait la capacité en fait à prendre en photo des étagères, des choses comme ça pour faire la liste ou filmer des étagères pour faire la liste de ce qu'il y avait dedans et faire des fiches de rangement pour votre clinique. Donc effectivement, il y a des outils qui peuvent faire ça et probablement que nos inventaires à l'avenir seront faits de cette manière-là en passant juste un coup de caméra devant et puis en décomptant le détail des choses. Encore une fois, ce genre de choses assez avancées, comme tout contrôle humain et un petit bout de cerveau en plus quand on s'y met. Si vous voulez aller plus loin, il y a une autre fonctionnalité qui est intéressante à explorer, c'est les GPTs. Donc les GPT, c'est un petit peu des chat GPT spécifiques d'un domaine et qui ont été entraînés plus précisément pour le faire. C'est un peu comme des applications, on va dire, spécialisées dans un domaine. Attention aux données quand vous utilisez ça, sauf si c'est vous qui faites votre GPT en le nourrissant avec toute votre biblio, vos notes, vos choses comme ça. Donc voilà, c'est guide de voyage, ouais, effectivement. Pascal, tu le signales, ça peut marcher aussi pour ça. J'ai déjà testé effectivement récemment à Rome et je savais pas trop ce que c'était que cette statue et il a été capable de me la reconnaître tout de suite. Donc les GPT, je vous laisserai tester. Peut-être ça sera l'objet d'un autre webinar un jour quand j'aurai un peu plus creusé le sujet. Mais là aussi, voilà, vous avez d'ailleurs des universités américaines qui ont fait des chat GPT. Vous avez 4 GPT de l'université de Cornell où ils ont mis plein de données sur le chat, son bien-être, ses besoins en matière de santé et les gens peuvent interroger 4 GPT pour avoir ce genre d'infos. Donc au final, j'espère que ces éléments, comme je vous l'ai dit, ça n'avait pas vocation à être un webinaire expert ou ce genre de choses. Le but, c'était pour les 20% qui n'avaient jamais utilisé, de vous donner envie de le faire. Pour ceux qui utilisent déjà, de peut-être faire attention à certains points, les données en particulier, le côté recherche d'efficience plutôt que se jeter à l'utiliser à tort et à travers. Peut-être tester aussi différentes IA avec différentes situations. Le fait aussi, bonne remarque de Claude, de pouvoir faire des cross, des crossovers d'IA, c'est-à-dire commencer avec une et puis demander à l'autre ce qu'elle en pense. S'équiper, voilà, parfois juste un abonnement, ça coûte 10 ou 20 euros par mois pour pouvoir utiliser des outils plus efficients. Et puis, je dirais partager, voilà, avec votre équipe soignante, les vétos, les ASV aussi, faire attention au fait que, de toute façon, si vous ne vous emparez pas de ce sujet, vous l'avez vu, il y a un pourcentage non négligeable de la population qui utilise ces outils et très probablement au sein de vos entreprises, même si vous n'en avez pas décrété la possibilité. Donc, ça serait mieux de prendre le sujet à bras le corps pour dire, bon, OK, on va utiliser ça ou on peut utiliser ça, mais dans tel cadre avec tels éléments pour faire ça. Et puis le dernier point, voilà, le côté rester critique, ça a été dit à plusieurs reprises par des gens qui ont l'habitude d'utiliser. Des fois, l'IA va vous raconter n'importe quoi, donc on garde un bout de cerveau. Quand on fait des choses un peu poussées avec des recherches de sources, on n'hésite pas à aller refaire un petit tour. Même si vous faites ça, vous inquiétez pas, ça vous fera gagner du temps de toute façon. Donc voilà pour ce que je voulais vous dire. Je vous invite à, si vous voulez continuer ce genre de discussion, à rejoindre le groupe WhatsApp, et puis également poser peut-être des questions. Je vais remonter le chat, il y en a peut-être que j'ai pas vu. Il y aura un prochain webinar aussi, si vous voulez noter dans vos agendas quand ça va se dérouler. Ça va être un webinar sympa et de témoignages avec Nourdine de V2TU, donc qui est un groupe de cliniques qui fait des urgences. Et ce sera le mardi 8 avril sur le temps du midi. Et on va parler en fait de monitoring. Donc, monitoring dans le sens, il a été un des premiers à utiliser, après que j'en ai parlé dans différents webinaires il y a plusieurs années, des outils de monitoring sans contact. Et donc, le but, c'est de vous faire un petit tour des outils de monitoring du futur et ensuite, comment dire, lui vous dira comment ils les utilisent en vrai. Je crois qu'ils en ont 8 dans leur clinique. Donc, ils ont tous les animaux qui sont équipés avec des écrans. Donc, il vous racontera tout ça.
et je pense que ça sera intéressant pour vous comment dire, d'en savoir plus et peut-être de vous donner envie d'utiliser ces outils-là. Euh, je vais regarder les questions. Alors, je vais les prendre en antéchronologique. Donc, il y a une première question de Stéphanie. Que reproches-tu à Mistral ChatGPT? Bon, par rapport à ChatGPT, j'ai pas des reproches, c'est un bien grand mot, mais les fois où j'ai fait des utilisations, je trouvais les réponses moins pertinentes, moins, voilà, ça m'a pas apporté. Et après, voilà, je reconnais, c'est aussi un usage. On a l'habitude de chercher ci ou de chercher ça. Après, c'est assez subjectif, hein, mais ce que je pourrais reprocher n'est pas forcément pertinent. Et je dirais que c'est un peu comme tout un tas d'outils, c'est ceux avec lesquels on est bien à l'aise qui comptent. Donc, si toi, tu te sens bien avec Mistral, que les réponses qui te sont apportées te sont utiles, pertinentes, continue à utiliser, il y a pas de problème, hein. Alors, Franck, c'est plus une remarque qui dit que est-ce que je peux être un faux Grégory généré par Agen? Peut-être pas tout de suite. En tout cas, un jour, voilà, peut-être un webinaire présenté par un avatar. Ce sera possible technologiquement, mais je pense que c'est pas pour cette année. Quelques merci. Donc, merci à vous d'être présents. Je suis en train de voir dans les questions. Christophe, une bonne remarque effectivement sur la fonction visuelle qui est très intéressante pour la reconnaissance optique et la traduction, c'est-à-dire que vous pouvez tout à fait, je l'ai fait d'ailleurs là aussi en Italie, vous avez un texte dans une langue étrangère, hein, quelle qu'elle soit, vous pouvez filmer le texte et demander à le traduire en français, ça marche relativement bien, quoi. La dictée, effectivement, la génération d'images par Midjourney, qui est un autre outil de génération d'images qui peut être pertinent, effectivement, par Antoine qui nous dit ça. Euh, je regarde s'il y a d'autres questions. J'en vois pas trop. Euh, relecture. Voilà, on peut téléverser les fichiers même avec la version gratuite de ChatGPT. Donc moi, j'avoue que je ne savais plus. Il y a Christophe Leby qui a mis dans le chat. Christophe et Claude Cochard, je crois, qu'on mis des outils pour générer les prompts. Donc ça, c'est assez intéressant puisque moi, je vous ai montré des choses très basiques et simples, mais vous avez, comment dire, la possibilité d'aller plus loin avec des choses beaucoup plus complexes. Et puis voilà, je crois qu'on arrive à peu près au bout. On est dans les temps, 13h27. Donc, je vous remercie à nouveau pour votre présence. Alors, si, il y a d'autres. Attendez, il y a des questions qui sont arrivées après. Donc, Cyril qui dit la suite serait top si on s'était aussi sur des vidéos autour de Notebook LLM ou autre outil utile. Effectivement, Notebook LLM, j'ai bien noté et on en reparlera. Baptiste qui dit est-ce que je peux utiliser ChatGPT pour m'aider à faire des comptes rendus? Alors oui, très probablement. C'est-à-dire que ce que tu peux essayer, en tout cas, c'est de prendre, tu as peut-être des notes, ou en tout cas tu peux aussi t'enregistrer. Alors, on déborde un peu sur un autre sujet, il y aura peut-être un webinaire plus tard là-dessus, sur les fameux scribes IA dont vous avez peut-être entendu parler, c'est-à-dire ces outils qui sont capables d'enregistrer une conversation et ensuite d'en faire une synthèse. Donc oui, Baptiste, je t'invite à t'enregistrer, par exemple, sur ton téléphone, en faisant un compte-rendu ou à lancer l'enregistrement quand tu fais ton compte-rendu oralement, par exemple. Et puis, tu verras qu'il y a de grandes chances que tu te retrouves avec un compte-rendu tout à fait potable. Toujours pareil, bien vérifié, parce qu'ils sont capables d'inventer des choses. Je le dirai jamais assez, donc faire attention à ça. En tout cas, voilà, il y a des outils plus spécifiques de la rédaction de compte rendu, mais avec ChatGPT, c'est quasi sûr que tu peux faire des comptes rendus complètement acceptables à partir de données brutes, toujours en vérifiant, comme j'ai dit. Je pense qu'on arrive au bout. Comme je l'ai dit depuis le début, vous pouvez me suivre sur LinkedIn où en général je dis pas mal de choses. Je vous mets des petits liens dans le chat. Allez écouter les podcasts. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube où le replay sera disponible la semaine prochaine. Et puis intégrer le groupe WhatsApp aussi, comme je vous l'ai dit pour ceux qui n'y sont pas encore.
Euh, on y parle régulièrement de ces sujets-là. Encore ce matin, là, je diffusais des infos sur les IA génératives. Merci à toutes et tous. Je vous dis à bientôt, donc le 8 avril à midi et demi avec Nourdine de V2TU pour vous parler de monitoring. Et j'espère que vous avez appris quelques trucs ce midi. Merci et au revoir.